alaikum bandiraɓe na yiɗi hande ko eɗen goni ɗo pour jaɓɓade ministre meɗen l'environnement mi ara ɗo hande autorité ji ferlo ɗi fof nan ɗo président conseil départemental nan ɗo maire ranir nan ɗo maire commune Moudalla nan ɗo docteur Oumar Sako Ba wonde dendagal aroɓe ɗo ɓe fof kamɓe fof ɓen Président, ça va très bien. Ah, ça va? Ça va. Bien, merci. Ah, c'est ça. Wow. Responsable de la surveillance et du développement périphérique au niveau de la réserve de l'Europe. Mais devant nous, c'est le ministre. Ça va bien? Ça va?
Hein? Ah. Voilà, vous voyez que le monsieur le ministre est là avec pour accompagner le gouverneur de la région. C'est là, vous voyez tous. Inch'Allah. Du convoi de, c'est très joli, machallah. Foofu la rëy laa woon ne yóbbu. Voilà, min ngari ɗo e Galle Forêt pour visite. Voilà, on dit, monsieur le président du conseil départemental, les deux maires, Oumar Ba et Amadou Harouna. Ngari jaɓɓaɗo hannde ministre o. Ah, d'accord. Voilà, c'est donc un parti de pays. Ah, d'accord. Salaamaaleykum. Na ngeen def. Si on est dans un département où le taux de placement est fort, il faut nécessairement produire des espèces de souris. Donc, la production dépend de la demande du population. Souvent, on se base sur les demandes en termes de faire un peu de en termes de savoir la quantité de plantes, la quantité de plantes. Donc, si vous permettez, je vais faire ici.
Il est important de noter que nous avons des copies au niveau de l'ensemble de nos postes. Seulement à Ranérou, on a 8 postes. À chaque poste des il y a une pépinière. Donc, faites attention. Il n'y a pas de souci. On a commencé le repas. On a au début, on mettait avec la pluie, on met le feu sur les forêts glacées. Maintenant, Mais ça, vous donnez ça aux communautés. aux communautés. Oui. Aux communautés. En fonction de la demande. Nous avons aussi des plantations en régie. Donc, dans le cadre de la population, nous pensons que la production de plants et les continue. Nous travaillons toute l'année. Parce que pour le projet, il y a la production de l'eau, parce que c'est une des missions régaliennes du forestier, de produire des plans de l'environnement, parce qu'il faut que les populations qui tiennent à branle-le-col le prennent environnementaux. Je gère ça, pour que nous les encadrons, nous les épaulons. Le majeur qu'on avait au début au niveau de la pépinière, c'est la facture d'eau. Parce qu'auparavant, nous gérons la facture d'eau. Maintenant, depuis l'année passée, le maire de Ranérou nous a pris en charge la facture d'eau. Maintenant, depuis lors, ça nous permet de pouvoir faire face à certains accueils majeurs qu'on est confrontés. D'accord. Donc, on peut avancer. Donc, ça c'est l'acacia. Il fallait Relever ça. Donc, nous avons l'acacia mellifera, donc, qui sert au niveau des parcelles. Qui est vive défensive. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer un grillage qui est un peu onéreux. Donc, c'est l'occasion. L'avantage, faites-le vivre. Et puis, comme on le sait, l'arbre séquestre le carbone. L'arbre est un puits de carbone. Ça permet non seulement de protéger votre parcelle, et puis même de sécréter le carbone en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est important. Toutes ces demandes-là, nous travaillons en synergie avec les populations. Donc, c'est bon de noter que le remportage, tout ça, c'est fait pour les Khaïndawi. Donc, au niveau de la région, on en a 983. Mais les hommes verts, pourquoi vous n'avez pas mis des crintins? Si, parce que les crintins, c'est à l'état juvénile, au début. Au début. Maintenant, comme actuellement, l'arbre a besoin de lumière, on enlève les premiers. Mais maintenant, à l'état de semis, on met des coups de combiné. Après germination, 2 semaines, 3 semaines, on enlève. Voilà. Quand on repique également, on met de l'ombrage. D'accord. Voilà, l'Arsenia inermis. L'Arsenia inermis, c'est utilisé par les dames sous forme de Fulden, l'Arsenia inermis. Voilà, c'est très apprécié. Mais c'est une espèce qu'il faut. En fait, il faut en faire beaucoup parce que ça c'est raréfié. Non, ça c'est raréfié. Oui, ça c'est raréfié. Quand on était jeunes dans nos zones, c'était très fréquent. C'est très fréquent. Mais c'est difficile aujourd'hui de voir là. On a très peu. Il y en a. Ça fait l'objet. Mais bon, c'est exploité, donc comme florissant aussi. Parce que c'est l'occasion de commencer à reproduire certaines espèces qui ont vraiment disparu. Voilà, c'est même si et ça, il y a des espèces qui deviennent de plus en plus rares dans la zone. Effectivement. Notamment le bombax. Oui, bombax, Kastatam. Effectivement. C'était fréquent. Vous retrouvez le bombax. Effectivement. Il y a également d'Albergia. D'Albergia D'Albergia qui est devenu très rare. Maintenant, oui.
C'est que, monsieur le ministre, avec la pression entreprise, les feux de brousse des fois, vraiment ça impacte négativement sur la végétation. Donc on note des fois une disparition de certaines espèces. Essayez de voir comment... D'accord. Je pense que nous allons essayer de voir comment réduire cette espèce, comment produire. C'est ça le feu. Delbégia. D'accord. D'ailleurs, il faut que le nom du sans épines. Lawsonia inermis. Sans épines. Ok. Oui, 100 000 plants, c'est des blocs. Ouais, c'est des blocs de 10, 100 000 plants. Ça, c'est des reliquats. Ouais, c'est des reliquats de Khaya. Nous sommes en train de produire des Khaya sous forme d'autres tiges, des plantations d'ombrage. Ouais, le Khaya, c'est comme Aïtès. L'eucalyptus camaldulensis. L'eucalyptus camaldulensis aussi, nous utilisons sous forme de brise-vent au niveau des parcelles. Je disais tantôt qu'on a beaucoup de mimosacées. Mais bizarrement, le taux de germination est assez faible ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que ça maintenant, c'est les relais de l'année passée. L'année passée, on est en train de commencer vraiment le semis. C'est que pour le culture, les graines sont fines, il faut mettre ça sous forme de germoire après le base. Je sais que là, comme la production est continue, ça, ce qui reste maintenant, c'est l'année passée. Je pense que cette année, on est en train de mettre les bouchées dans d'autres pépinières pour commencer la production. Oui, on a fait du D'accord. Oui, on a fait du aussi le baba. On a mis aussi le focus sur les mimosacées. Comme c'est une espèce endémique de la zone, c'est une zone sahélienne, la Cassia Sénégal, la Cassia Radiana, tout ça, vraiment, ça nous permet de pouvoir restaurer nos écosystèmes. Puis, comme on est dans une zone pastorale. Il y en a tellement que vous n'en faites pas. Ah, si, il y en a là-bas de l'autre côté. Il y a l'acacia Sénégal qui est le gommier, donc qui nous permet de générer des débits. Vous n'avez pas les fédérbia dans vos... Non, fédérbia, on n'en a pas. Pourtant, c'est vrai que c'est très rare. C'est très rare, mais moi j'en ai retrouvé dans la zone. Mais il y a quelques pieds. Ben, pourquoi pas ne pas essayer de... Bien sûr. Il faut essayer. Oui, on peut essayer. D'accord. L'année prochaine, il faudra faire l'impact. Je pense que c'est l'impact des mimosacées. Parce que ça permet d'impacter positivement sur l'élevage et sur la vie des populations. Parce que, voilà, avec les graines. Quand vous voyez l'acacia Sénégal avec le gommier, ça permet de générer des revenus, surtout contre la paupérisation. Mais maintenant, avec les gousses et consorts, ça permet au moins au bétail de pouvoir s'alimenter. Maintenant, avec le phénomène de la zoochorie aussi, ça permet de pouvoir assurer la régénération. Voilà. Parce que tout ce qu'on a produit ici, c'est les mimosacées, Acacia Sénégal. Parce qu'il y a une forte demande de population. Et puis, c'est une espèce adaptée dans la zone, endémique dans la zone. Ça permet de pouvoir restaurer l'ensemble de nos écosystèmes. Comme je l'ai dit tantôt, le taux de classement est fort. Le taux de classement au niveau de c'est de 89%. C'est l'un des états. Nous aussi, la réserve de faune du Fermanor. On a, monsieur le maire, au niveau de la région. C'est la plus grande réserve de biosphère en Sénégal. Le taux de classement au niveau de la région, c'est 53%. C'est la vocation également de la région. C'est que le total fait presque 2 millions d'hectares. Le taux de classement de la région, c'est de 53%. 53% au niveau de la région. Au niveau du département, le taux de classement est de 89%. Ben, c'est vrai que tout n'est pas air central. Tout à fait. L'air central, c'est un comment. Il y a deux noirs, quatre noirs. Deux noirs. Il y a sud et nord. C'est que, monsieur le maire, contrairement à ce que beaucoup pensent, Matam c'est une région forestière. Le taux de classement de la région est de 53%. Dans le département uniquement, le taux est de 89%. Moi, je dis souvent que les Sénégalais ne connaissent pas cette zone. Effectivement. Parce que quand tu parles du Ferlo, les gens croient que c'est le désert. C'est le désert. Non. Moi, j'ai fait des relevés de végétation ici. C'est une zone... Le taux de couverture est non, dans le département.
Dans le département de Ranérou, c'est comme ça. À certaines zones comme Vélingara, c'est une zone qui est vraiment dense. Non, l'écosystème est dense. Quand il y a des feux douces, les gens ont des difficultés pour y accéder. Parce que les grandes unités Par ne contre, peuvent pas actuellement, rentrer. il y a la pression Il y a la pression agricole. il y a le développement du front agricole qui est là, surtout vers la région de Sabsabré, Qui est en train de remonter. qui est en train de remonter. Mais quand même, heureusement que... À l'époque, il y avait un conflit d'ailleurs. L'ancien sous-préfet de Vélingara, c'est le décès. Ouais. Il a eu à gérer des conflits là-bas. Ce conflit, même le gouverneur nous a instruit de prendre l'ensemble des moyens. C'est le premier sous-préfet de Vélingara, il est entré dans l'histoire. Et à l'époque, il y avait beaucoup de conflits à gérer. Je pense que bientôt, monsieur le ministre aussi, l'aspect de production de plans en termes de contraintes va bientôt être dépassé. Parce que l'agence à son temps avait mis en place une pépinière de 7 hectares à côté. Donc aujourd'hui, il a un problème sur la route, mais qui n'est pas fonctionnel. Après la pause, s'il y a un chauffeur, il faut vous donner. Est-ce que yow nga non, on va payer comme c'est le temps de payer. On va payer. Monsieur le maire, on va payer. Monsieur le maire, on va payer. Ah. Ban chauffeur? Waaw. Waaw. Ah. C'est bon. Mais c'est de haute tige, hein? Ouais, c'est de haute tige. Maintenant, bisa bi xanaa pour bëgg Ah, Mamadou. Amadou. Ça va? Bien. Bien, merci. L'appel. Non, mais c'est que ça me donne pour voilà, qui sont
J'ai encore une deuxième question. Inch'Allah, je vais relever le je suis puni de le faire. Commandant, beneen menace. Mango laa ci mango. léegi nag yow yaa xool ne organisé ko indi arrosage. Jadi arrosé yéen bi moom arrosé léegi moom. jërëjëf bu déwénee nga am doom. Piquez encore. Il peut passer, mais non, le chef de d'accord. Man ci àll bi laa dëkkoon. Avec l'électricité. Ranérou dafa neex
Man 700 la woon 700 hectares. Est-ce que dina ma jël ànd rek dina ma jël ànd rek bu ne maa ngi de Dakar bu ne nii dama jël ànd rek Il y a des visiteurs de parcours quoi. Avec le bureau de Almeria, et en partenariat aussi avec la coopération française, nous avons commencé un programme, en tout cas de réintroduction d'espèces d'oryx, de gazelles d'ama, de gazelles d'orcas, qui étaient bien présentes au Ferlo, qui ont eu à disparaître. Donc après une acclimatation à Gumbel, nous avons commencé en 2002, après l'érection d'un enclos de 500 hectares, on a mis 8 oryx et puis 5 gazelles d'ama. Par la suite aussi, on a réintroduit la gazelle d'orcas, puis la tortue sulcata. Donc, successivement aussi, pour gérer en tout cas la population des oryx qui était vraiment qui subissait une croissance un peu exceptionnelle, nous avons commencé par agrandir l'enclos dans un premier temps à 700 hectares. Nous l'avons porté par la suite à 1200 hectares en 2012. En 2017, quand je suis revenu ici, bon, nous avons entièrement réhabilité la clôture de l'enclos des 1200 hectares parce qu'il y avait des conflits avec les communautés, surtout la divagation du bétail. Donc on avait préféré le fixer au sol par du béton en 15 cm pour éviter en tout cas la divagation, minimiser la divagation du bétail. Donc en 2017 aussi, et comme le grillage datait de 2002, on a, grâce à l'appui de partenaires en tout cas internationaux, on a réhabilité entièrement les 1200 hectares. Puis en 2019 aussi, nous nous sommes dit que avec les oryx en tout cas qui sont en train d'augmenter, donc il fallait agrandir l'enclos. C'était un programme quand même ambitieux parce qu'on s'est dit qu'on va multiplier la superficie par 4. Donc des 1200, on est passé maintenant à presque à 4700 hectares. Donc qui sont clôturés et puis il y a eu une ouverture d'un parc périmétral intérieur-extérieur qui a été aménagé. Donc pour régler le problème d'eau aussi, nous avons aménagé en tout cas des bassins avec des puits de 5000 litres
pour alimenter l'eau, les animaux en eau en saison sèche. À ce niveau aussi, nous avons pu bénéficier en tout cas d'appui des partenaires comme ABE, parce que nous sommes, depuis la création de la réserve, en tout cas le rattachement à la DPE en 1996, il y a des pare-feux qui ont été ouverts. 456 000 km de pare-feu, mais ça n'a jamais été réhabilité. Donc ce qui pose énormément de problèmes pour la lutte contre les feux de brousse. Mais cette année-ci, au moins, on a eu des engagements fermes. D'Ageroute aussi, hier, ils m'ont appelé, donc ils ont eu à tenir une réunion. Et puis comme vous avez vu la piste en venant, donc Ageroute s'est engagé quand même pour nous accompagner, pour pérenniser en tout cas la piste, faire la piste Ranérou-Katané. Il y a AB aussi dans son programme qui va nous appuyer pour faire le pare-feu périmétral, parce qu'il est il n'est pas trop large. Et puis on aimerait avoir des pare-feux qui sont là de 15 mètres. Et puis s'il y a possibilité aussi de les pérenniser. Parce que l'idéal serait d'avoir des pare-feux pérennisés. Et ça nous permettrait davantage de lutter contre les feux de brousse. Cette année-ci, on a un feu violent qui s'est déclaré à l'extérieur, mais qui s'est propagé jusqu'à l'intérieur, en tout cas de la réserve. Grâce à l'appui en tout cas de la citerne des eaux, avec nos citernes, on a pu le maîtriser, mais ça a quand même fait des dégâts. Pour le problème de l'eau aussi, c'est voilà la grande mare qui nous permet en tout cas de régler les problèmes d'eau en saison des pluies avec la mare d'Ama, avec la mare Gazelle. Mais en décembre, des fois, on n'a plus d'eau ici à cause des fortes températures. Là aussi, c'est la camion citerne qui assure en tout cas l'alimentation en eau, avec les 2 fûts de 5000 litres. Là aussi, il y a un projet avec ABE. On est en train de creuser un puits pour faire le retage avec en tout cas, pour faire l'alimentation en solaire. Et puis, ça nous permet de desservir une petite mare à côté pour tant soit peu, en tout cas, contribuer à régler ce problème d'eau. Il y a aussi ABE qui s'est engagé pour, au niveau de la mare aussi, de nous faire un mini-forage. Donc un mini-forage qui nous permettrait aussi, en tout cas, d'avoir de l'eau et de pomper, puis pourquoi pas ne pas déverser sur la mare. Ils ont aussi prévu quand même de faire un aménagement approprié. Il y a les consultants qui étaient là la semaine dernière pour voir en tout cas la grande mare de Katané et puis d'autres mares dans la réserve pour essayer de nous accompagner pour aménager en tout cas au minimum 2 mares à pérenniser au niveau de la réserve de Fond du Ferlo Nord. Il y a d'autres installations aussi aménagements qui sont prévus au niveau de la réserve sud. Donc voilà, monsieur le ministre, pour ce qui est en tout cas des aménagements, il y a aussi pour ce qui est des pare-feux. Donc ils sont prévus de nous accompagner, mais là il faudra vraiment remercier en tout cas le président du conseil départemental et les différents maires. Cette année-ci, nous avons connu moins de feux au niveau du département. Et puis ça a été grâce à leur engagement qui nous ont accompagnés, et aussi celui du préfet et du gouverneur. Il y a une réunion qui a été menée, et puis dans les 24 heures, ils ont débloqué en tout cas des moyens pour équiper les pare-feux, et puis pour nous permettre aussi de sensibiliser. Pour ce qui est du Nord, on a touché 60 villages périphériques. Tous les villageois ont été sensibilisés. Il y a aussi en tout cas les transhumants beaucoup de transhumants qui ont eu à être sensibilisés. Mais tout ça, ça a été possible avec l'appui de certains projets, mais l'appui aussi en tout cas de nos vaillantes collectivités locales. Donc nous les remercions, nous tendons encore en tout cas la main pour un partenariat durable pour se préparer dès à présent pour en tout cas les campagnes à venir. Donc monsieur le ministre, voilà ce que j'avais prévu de présenter pour le Ferlo. Je vais donc parler au directeur qui m'a envoyé. Oui, mais quand ils sortent, vous ne pouvez pas les suivre. Mais si vous mettez des bagues télémétriques et vous les lâchez, vous pouvez les suivre. Même sous ko ben peul bi jappé ko di nga xam fan lañ ko rey ak kan moko rey. C'est possible. Avec la technologie aujourd'hui, c'est possible et cela peut permettre de repeupler. Il faut le faire à l'état naturel parce que l'objectif aussi c'était ça. Et ça peut-être permettrait de jouer un peu sur la consanguinité qui constitue un... Donc, merci. Je le dis depuis 2011. Ça fait 13 ans. C'est l'introduction au niveau national, ces objectifs.
Il l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez les effectifs. Ça, c'est la maison mère en fait. Tout ce que vous voyez au Sénégal, ça vient de l'école, ça part de la Brésil, ça prend de Bouéla, Alpha, etc. Donc retenez ça. Donc si les gens disent par exemple il y a une bonne reproduction, il faut qu'on pense aussi à la génétique des espèces. Parce qu'au début au Sénégal, je pense que c'était 10 venant d'Israël et 3 venant de la France qu'on a croisé jusqu'à aboutir à ce et un acquis. Il m'a dit de vous transmettre un autre acquis, c'est le fait que la population et les agents ont l'expérience maintenant. Le dernier transfert a été fait par des Sénégalais, avec les gens de la défense. Déjà, ça c'est un acquis. Les communautés aussi, vraiment ont acquis cette expérience. Parce qu'au début, c'est une expérience des années 80. C'est-à-dire le problème toujours a commencé en 1987. Donc ça aussi, vraiment, il a tenu à vous dire ça. Vous faire part aussi des limites. Dans tout processus, il y a des limites. Il faut qu'on en parle. Parce que si l'espèce animale ne fait pas un bon croisement, et dans les eaux, ça se passe. Ici au Sénégal, on avait une convention avec l'Israël, il l'a dit tout à l'heure. La convention, jusqu'à depuis presque 10 ans, on est planté. Donc on compte vous encore une fois, il dit qu'il compte sur vous pour que, à l'image du que vous avez ressorti sur la liste de l'UNESCO, que vraiment cette convention-là puisse revenir. Parce que ces espèces-là sont sur une liste en fait. C'est-à-dire quand vous voulez par exemple avoir une espèce au niveau international, les chercheurs par exemple du monde, ils vont rentrer dans une plateforme animaux domestiques, gazelle sahélienne, ils vont cliquer, ils vont trouver l'espèce indiquée, soit en Israël, etc. et vous allez faire les transplantations. Donc si ce protocole-là par exemple n'est pas mis en place, excellence, je pense que nous allons carrément vers une plan relative à la consanguinité que vous connaissez mieux que moi. En fait, je rappelle que l'autre aspect aussi, c'est la réserve de biosphère qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup d'acteurs, excellence. Je vous apprends, c'est vous qui nous avez appris la réserve de biosphère en 2010, je me rappelle. Donc, cette biosphère est un atout pour cet élevage, mais cette non-fonctionnalité depuis des années pose problème en termes d'organes de gestion, les comités d'orientation, etc. Les OCB qu'on avait mis en place, on avait promis qu'avec les populations. Bon, tout ça, je pense, en plus la revue qu'on va faire sous peu, parce que je sais qu'il y a la revue, j'en avais parlé tout à l'heure, que le ABE va financer, je pense qu'il va falloir qu'on actualise en fait notre revue de biosphère, qui est la seule alternative au développement local au niveau du ferme, en termes d'écotourisme. Parce que j'imagine par exemple, si les gens font de l'écotourisme au niveau des animaux qui sont dans le grillage, il y a des touristes qui n'aiment pas ça en fait. Il y a des touristes qui aiment vraiment les animaux croisés à l'extérieur. Donc, je pense que le directeur a dit vraiment, nous comptons sur vous, on vous connaît, votre dynamique, vraiment, je ne peux pas retenir tout le monde, mais je pense que c'est des mots de remerciement que vous avez à la fin. Tous les acteurs, je ne peux pas les citer, ABE, la Grande Muraille Verte surtout, vraiment, on connaît vraiment leur engagement dans le cadre de cette politique. Donc il dit vraiment qu'il faut qu'on coordonne cet élevage basé sur la Convention de la biodiversité. Qu'on coordonne surtout. Parce que la Convention là règle beaucoup de choses. Et comme le Sénégal s'est engagé avec beaucoup de conventions telles que le Global Security Agenda, c'est toujours important de cadrer ces politiques-là dans des concepts existants déjà. Donc je vous remercie, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Oui, mais quand ils sortent, vous ne pouvez pas les suivre. Mais si vous mettez des bagues télémétriques et vous les lâchez, vous pouvez les suivre. Même sous ko ben peul bi jappé ko di nga xam fan lañ ko rey ak kan moko rey. C'est possible. Avec la technologie aujourd'hui, c'est possible et cela peut permettre de repeupler. Il faut le faire à l'état naturel parce que l'objectif aussi c'était ça. Et ça peut-être permettrait de jouer un peu sur la consanguinité qui constitue un... Donc, je le dis depuis 2011. Ça fait 13 ans. Excusez. D'accord. Et l'objectif c'est vraiment de montrer le bâtiment qui répond réellement au confort thermique. Par
partie aussi de matériaux vivants. C'est ce qui a été fait. Nous en avons fait trois dans la région de Matam, mais trois dans la région de Louga. Donc, classe de santé, salle d'école, et également, Matam, vous avez la maison de la sage-femme. Louga, on a fait donc pour montrer carrément les opportunités que donne ce bâtiment avec les matériaux. Je vais laisser peut-être Nicolas parler avec son équipe. Il y a les régionales de Matam. Il est là-bas. Parce que c'est eux qui conduisent au niveau local pour chaque région le processus d'exécution. Donc il y a une série de... Ça va bien. Peut-être explique comment les bâtiments ont été identifiés, vous expliquez le choix des bâtiments. Bon, le choix des bâtiments, on a effectué d'abord des missions pour voir un tout petit peu la faisabilité technique, le matériau, la disponibilité du matériau. On a entendu que c'est important le matériau, c'est de l'argile. On l'a fait avec le service régional du mine. L'argile plus quoi? Bon, principalement de l'argile. Principalement de l'argile. C'est de la terre crue. C'est le concept Voudouvienne qui consiste à construire un bâtiment entièrement en terre, y compris le toit. Donc le toit est sous forme de voûte qui est monté sans coffrage, ce qui fait un peu la spécificité de la Voudouvienne. Il n'y a pas eu de mélange de biomasse végétale? Rien. Argile. Ok. Argile pure. D'accord. Sur les finitions, c'est la terre crue. Ok. Voilà, ça fait partie des différents exemples de modèles d'éco-construction. Vous avez les techniques en BTC, vous avez la voûte nubienne qui utilise de l'adobe et vous avez le TIFA. Et ce qui est intéressant justement actuellement, c'est dans la dynamique d'éco-construction, d'essayer de mélanger un petit peu ces différentes techniques parce qu'elles répondent à des usages qui sont différents en fonction de la disponibilité du matériau, mais aussi en fonction des usages qu'on en a. On peut aussi mélanger du béton avec de la terre pour avoir des ouvrages un peu plus importants, notamment quand on veut des structures porteuses, etc. On peut faire aussi des ouvrages béton avec de la terre, ça marche très bien. Même pour les pieds du soutènement, vous utilisez l'argile seulement? Oui, on a deux types de murs, les murs porteurs et les murs de pignons qui sont entièrement faits en adobe. Les fondations? Oui, les fondations sont des fondations souvent en béton cyclopéen, qui vient du pisé. Donc c'est entièrement avec de la terre. Et en termes de coût? Alors en termes de coût, est-ce que, comparaison n'est pas raison, hein, mais est-ce que c'est moins cher que utiliser du ciment? Alors la comparaison peut se faire sur le gros œuvre, parce que sur le second œuvre, tout ce qui est carreaux, etc., salle de bain, équipement, ça c'est la même chose. Sur le gros œuvre, on peut considérer qu'on a 30 à 40% de gains à peu près sur le coût de la construction. Mais ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend notamment de la disponibilité de la terre. C'est-à-dire que si vous avez de la terre très proche, forcément le coût va diminuer. Si c'est un peu plus loin, le coût va augmenter. Et tout dépend aussi de ce que peut apporter le bénéficiaire du bâtiment. Quand vous êtes dans de l'habitat privé, un habitant lambda peut aussi, par exemple, concevoir des briques par lui-même. Et s'il conçoit des briques par lui-même, là par contre on gagne 50-60% sur le coût de la réalisation du bâtiment. Et en plus il bénéficie d'un bâtiment où il ne va pas mettre de bois et de tôle pour se protéger du soleil, qui constituent des fours en fait climatiques où il va être très mal à l'aise. Là on est dans un bâtiment entièrement en terre et du coup le bien-être à l'intérieur est complètement différent. Et surtout ce qui est important c'est la technique, parce qu'on a volontairement limité la voûte à 3,30 m de largeur. On peut l'étendre avec des ouvrages béton, mais le modèle simple c'est un modèle 3,30 m de largeur, parce que ça permet à des artisans sans qualification et sans outillage particulier, sans coffrage, de pouvoir réaliser un bâtiment rapidement adapté au plus grand nombre. C'est ça qui est important. Ici, c'est un logement de 2 chambres salon cuisine qui a coûté 10 400 000. C'est à peu près du 136 000 m². Voilà, comparé au bâtiment classique, on est à 150 et 180 000. Et ce qui est intéressant, c'est le confort thermique. Oui, c'est ce que je voulais dire. Le confort thermique, ça contribue à lutter contre le changement climatique. Oui, et on ne paye pas de courant. On dit pour un bâtiment comme ça de 25 m², sur 30 ans, ça peut emmagasiner jusqu'à 20 000 tonnes
20 tonnes de CO2. 20 tonnes de CO2. 20 tonnes de CO2 sur 30 ans. Ce qui est une contribution notoire à Et on a essayé aussi pour les salles de classe. Est-ce que ce genre d'initiative, vous capitalisez ça dans le cadre de la cérémonie? Oui, nous allons capitaliser. Et l'idée du projet, c'est de faire le pilote, c'est un projet ferme, et après d'aller avec d'autres partenaires de le faire à la mise en recherche. Et c'est vraiment après étudier toutes les graines. L'autre point important, c'est que c'est une technologie qui au départ est externe puisqu'elle venait du Mali. La technologie est venue du Mali, elle existait déjà au Sénégal mais elle avait été un petit peu perdue. Mali et Burkina, voilà Burkina. Et du coup aujourd'hui, grâce notamment au programme qui a été mis en œuvre, il y a un dispositif. Vous avez Saloum Sall ici, qui est un maçon sénégalais, qui lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il est impliqué dans le dispositif. Il a sa propre entreprise et il est capable de réaliser ce type de bâtiment pour n'importe quel. La matière première est disponible dans la zone. Vous avez des carrières ou bien? Vous avez cherché. J'espère que vous respectez les normes environnementales. Parce que pour ouvrir une carrière, il y a des normes. Maintenant, on exploite des carrières qui sont déjà ouvertes. Ils sont déjà exploités. Dans le cadre de ce projet-là, on a mis en place un comité de suivi dans lequel on a donc le service régional des mines, donc, qui veille en tout cas au respect de cette année. Oui, j'ai dit des mines. Oui, mais du point de vue environnemental. Il y a le direct. Ok, alors allons visiter. Après cette team, hein? Ok. Cele jàpp Monsieur le ministre, c'est pour la sage-femme. C'est moi. Mais yo, tu es gâté, hein? Faire une délégation. Tout le monde ne peut pas entrer. Oui, tout le monde ne peut pas entrer. C'est privé. Tu habites là? Non, Dans le cœur. Le docteur Yves c'est agréable, on n'a pas besoin de ventilo. Ici, on a des 1000 photos, on voit c'est ça que je dis. Les pignons sont de 40. Donc avec la voûte, plus la mise en scène de la voûte tout en terre, ce qui fait que ça capture beaucoup Là, ça c'est du béton. Non, c'est des petits qui ont servi à faire la voûte. Ok. Et on voit entièrement en terre, sans coffre. D'accord. On pourra voir tout à l'heure sur C'est des petites voûtes. Je comprends maintenant. C'est différent de ces briques-là. Voilà. Là vous avez la brique, mais là on fait des petites briques pour la voûte et pour les petits moutins. On appelle ça des moutins. Fan la
jeeyi mbaɗɗa e tampere mawɗum Ça va pas nous prendre du temps. C'est le maire. N'est-ce pas? On va rencontrer en privé. Ou bien c'est un public? Non, d'accord, c'est le préfet qui me l'a dit. C'est ça, peut-être. Vous voulez parler? Est-ce qu'ils veulent pas? On n'a pas besoin des gens publics. Vous voulez communiquer? Non, échange avec nous, habituellement, l'autorité. Ouais, c'est privé. Les autres là, attendez. Même pas une caméra, oui. D'accord. Voilà, ndi commune Gollal ministre l'environnement Arnaud Dame Diol hande machallah on jilungol fof yalti
population yalti massivement jaɓɓade ministre on hanniri ni grâce à monsieur le maire docteur Oumar Ba ko fonno waɗede fof waɗama machallah on ji service aji fof gari ɗo e Lumol Samba Abdoul en même temps ko aɗo visite mairie ndi on daari jardin o tout est ok kamɓe koye mabɓe ɓe beltima arɓe ɓe kamɓe koye mabɓe ne kala mairie ndi hono mairie ala taw ɗo e nder département en plus en même temps encore dans d' autres communes waɗi ɗum noon ko grâce à monsieur le maire ko yiyande moƴƴere jogui hen no minen fof min beltima population ari e foti waɗirede ni fof waɗama yettude Allah ko machallah c'est normal quoi ouais, tout ça c'est la population qui est là kamɓe fof foti hanndirade haalirde lawol partout vous voyez l'arrivage tout le monde est là. Min ko ona fof mbattemi hannde Davar. Au-delà de la lutte préventive, nous avons la lutte active. La lutte active, c'est d'abord les comités de lutte contre les feux de brousse. Monsieur le ministre, nous avons 254 comités, avec 14 comités qui sont équipés sur les 254. Alors que pour faire face au feu, il faut nécessairement avoir les moyens nécessaires, équiper les comités. Ça ne sert à rien de créer des comités, mais aller jusqu'à les équiper. On en a 204, 250 équipements, les bas-de-feu, les rétro-éclaireurs. S'il y a un feu, de pouvoir attaquer, exploiter le feu directement. On a aussi, je reviens aussi aux unités de lutte. Nous avons dans la région 6 unités de lutte. Quand on fait le ratio, chaque unité couvre une superficie de 4800 km². 2 unités à Ranérou, 2 unités à Matam, 2 unités à Kano. Sur une superficie de 29 000 km², le ratio c'est de 4800 km² par unité de lutte. Donc ça, c'est un peu difficile, monsieur le ministre, de faire face. Heureusement qu'aujourd'hui, on a un système d'alerte précoce pour les feux de brousse. Parce qu'on utilise les données de NASA, parce que le NASA a mis en place un système qui s'appelle MODIS, qui permet de détecter, les feux à temps réel. Donc à partir de là, vous savez que le NASA a 2 satellites. À 2 satellites, MODIS qui permet rapidement de pouvoir... Donc vous travaillez avec le CSE? Non, pas du tout. Le CSE utilise le même système que nous. Ah d'accord. C'est le système de la NASA. Vous voyez, ça c'est l'ensemble. La NASA a un système MODIS qui permet de rester l'ensemble des sources de chaleur. Maintenant, tout ce qui est source de chaleur n'est pas feu de brousse. Il faut nécessairement, quand les sources sont contiguës, il faut nécessairement traiter l'image, cartographier, maintenant délimiter. Ça permet, connaissant la région, ça permet d'en déduire qu'il y a réellement un feu. Je pense que donc c'est un système qu'on utilise pendant 2 ans et vraiment on a un taux de réussite de 90%. Ça nous permet rapidement, s'il y a un feu, de pouvoir détecter, d'envoyer les coordonnées aux chefs de brigade et aux chefs de secteur qui pourront réagir rapidement. On a même capacité l'ensemble des chefs de secteur. Ça permet, c'est un système d'alerte rapide. Parce que dans le Ferlo, on peut avoir un feu qui dure 3 à 4 jours. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Il faut avoir une fonction exponentielle avec les facteurs de propagation du feu, que ce soit le bois, le vent et les tapis herbacés, l'avancement est rapide. Donc si on n'a pas un système d'alerte rapide, ça nous permet rapidement de pouvoir faire face. Donc c'est pour montrer que l'insuffisance des moyens par rapport à la région de Matam. Donc une zone pastorale, on a besoin de tapis herbacés et il nous faut sauvegarder ces tapis herbacés. Les feux de brousse causent beaucoup de désagréments. Il faut nécessairement trouver les moyens.
Vous l'avez vu vous-même, le maillage des pare-feux est insuffisant. Sans pare-feu, sans matériel de lutte, c'est un peu difficile de maîtriser ce fléau qui pose beaucoup de désagréments pour nos écosystèmes. En plus, on est dans une classe, dans une zone où le classement est fort, 53% de la du foncier de Matam est classé. Donc il faut nécessairement préserver cet écosystème qui permet de lutter contre la paupérisation, parce qu'on est dans une zone rurale, l'ensemble des populations ont besoin vraiment des écosystèmes, que ce soit les produits de cueillette, l'écorce, les feuilles et consorts. Vraiment, nous voulons, c'est l'occasion de faire un plaidoyer pour l'ensemble des acteurs, qu'on puisse travailler ensemble pour avoir ça. L'autre hic majeur que nous avons aussi, c'est l'implication des collectivités territoriales. Je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas toutes les collectivités territoriales, mais il y a certaines collectivités territoriales qui ne participent pas aux efforts de lutte contre les feux de brousse. Bafraneru, d'accord, il y a beaucoup de comités, tous les 14 comités, dans les autres communes, il y a certaines collectivités territoriales qui ne participent pas aux efforts. C'est l'occasion de les sensibiliser, vraiment. L'environnement est une compétence transférée, il faut nécessairement une synergie de l'ensemble des acteurs, aux forêts, projets, programmes, vraiment pour qu'on puisse faire face à cette situation. Quand les maires reçoivent les ristournes, 40% des recettes forestières. Donc, les maires aussi devraient contribuer à l'effort. Ranérou, monsieur le maire. est une exception. Non, quand je parle, non, je dis que tous les comités, tous les 14 comités sont équipés. Le maire, Ranérou, dans le département, les maires ont vraiment participé. On verra participer. L'année passée, je parle sous le contrôle du préfet, l'ensemble des maires ont participé aux efforts de lutte. Ils ont même mis une banque de carburant. Maintenant, ce n'est pas tous les maires. Quand je parle à l'échelle régionale. À l'échelle régionale. Je ne parle pas pour Ranérou, mais je parle à l'échelle régionale. À l'échelle régionale, il y a certains maires. Je dis certains, je n'ai pas dit tout le monde les maires. Je dis certains maires. Je dis certains maires. Et ça, c'est à l'échelle nationale. C'est à l'échelle nationale, ce n'est pas ici seulement. C'est un problème à l'échelle nationale. Non, Ranérou, c'est l'occasion de féliciter, d'encourager le préfet aussi, qui a tenu ce problème à bras le corps, insisté pour que l'ensemble des communes participent. Ranérou, le préfet a vraiment insisté aux efforts. Donc, dans le temps, tout le monde a participé. Il a même créé un comité de gestion, l'agent des œuvres, l'agent des parcs, l'équipement des comités. Les 14 comités, sur les 254, les 14 sont de Ranérou. Voilà, les 14 comités qu'on a. Les 254 de la région. Dans la région, on a 254 comités. Il y a 14 qui sont occupés. Les 14 sont à Ranérou. Dans les autres régions, dans les autres départements, les comités ne sont pas occupés. C'est des comités que de nom. Quand vous créez des comités sans équipement ni rien, sans unité de lutte. Il y avait beaucoup de comités de lutte contre les feux de brousse, parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, j'ai oublié le nom, mais il y en avait beaucoup. Mais malheureusement, sans moyens. Ils coupaient les branches des arbres pour lutter contre les feux. Est-ce qu'on peut lutter contre les feux avec des branches Monsieur le ministre, jusqu'à présent, c'est ce modus operandi qu'on utilise. Avec les branches comme ça. Sur les 254, il n'y a que 14 qui ont des équipements. Les autres, s'il y a des branches, on réagit avec le service forestier, avec des branches pour rapidement faire face. Et vraiment, sans moyens, des fois aussi, c'est un peu difficile. Alors que les feux de brousse constituent un facteur important de la dégradation des écosystèmes. Dans certaines zones du Sénégal, on vous dit que les feux viennent avant même la surexploitation. C'est ce que le gouverneur de Sédhiou me disait la dernière fois. Les feux, c'est encore plus grave que la surexploitation dont on parle. Et les conséquences des feux, n'en parlons pas. On perd des écosystèmes, mais on perd la biodiversité. Impact également sur les communautés, parce que les communautés vivent des ressources. Quand vous perdez les ressources, ça veut dire que ça impacte directement sur les communautés, mais ça impacte aussi sur le changement climatique. Parce que le bois, c'est du carbone qui est stocké et qui va dans l'atmosphère. Et tout le monde connaît aujourd'hui les impacts du changement climatique. Donc on peut dire souvent, les gens réfléchissent pour dire que c'est à petite échelle, mais l'environnement n'a pas de frontières en fait. Les frontières ne sont que politiques, mais pas du tout écologiques. Donc ce qu'on fait ici, ça peut impacter sur d'autres zones de la région africaine ou bien du monde. Et je crois que lutter contre les feux de brousse, c'est pas très compliqué, parce que si c'est du petit matériel, vraiment le petit matériel ne doit pas poser problème pour équiper les feux de brousse. Si c'est des râteaux et autres, c'est pas quelque chose de très compliqué.
Je crois que le service forestier aussi a des efforts à faire. C'est vrai, les besoins sont énormes, les moyens sont limités, mais essayez de voir avec des partenaires techniques, directeurs, comment faire pour équiper les comités de lutte contre les feux de brousse. Parce que dans le département de Ranérou, ça c'est depuis très longtemps, je connais Ranérou, le département depuis très longtemps, mais les feux ont toujours constitué un problème. Donc je crois qu'il va falloir quand même faire encore plus d'efforts pour équiper les comités de lutte. Par rapport aux unités aussi, 6 unités c'est très peu, mais on fera des efforts pour renforcer quand même la zone de Ranérou, parce que quand on parle de lutte contre les feux de brousse, Ranérou c'est vraiment un épicentre. Donc on verra avec le service des eaux et forêts, mais également avec les partenaires techniques et financiers, comment appuyer le département de Ranérou pour lutter contre les feux de brousse. Et vous l'avez dit, c'est une zone sylvopastorale. Ce n'est pas une zone agricole, le département de Ranérou. Et une zone sylvopastorale, si les feux viennent, vous perdez le tapis herbacé, qui constitue 80% de l'alimentation du bétail. Cela veut dire que ça aura forcément des impacts sociaux. Et le malheur, c'est que ça va se répercuter sur les arbres, parce que s'il n'y a plus de tapis herbacés, ben les éleveurs ils sont obligés de couper les arbres pour nourrir leur bétail. Et ça crée des conflits entre les forestiers et les communautés. Donc ça a des incidences énormes. Et je crois qu'il va falloir faire énormément d'efforts pour atténuer quand même l'impact des feux de brousse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et vous avez tous mes encouragements. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et nous sommes ensemble. Mais surtout, je suis heureux de voir que dans le département de Ranérou, les communes ont vraiment contribué. Parce que, je le dis souvent, les collectivités territoriales sont nos premiers alliés. On ne peut rien faire sans eux. Et ce que nous faisons aussi, nous le faisons pour eux. Ce qu'ils font, ils le font aussi pour nous. Donc, nous sommes ensemble. Si deux individus ne peuvent pas se séparer, ils sont condamnés à cohabiter. Donc, c'est ça. Et donc, je remercie également les collectivités territoriales du département de Ranérou pour tous les efforts fournis dans ce sens. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Baɗo reportage samba 512 hasa ko lew aɗa waɗa caméra o gasata wakay sa wawi andi image a wawi ustude ɓeyda Il faudra vraiment le faire. Voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est ça.